Europe 1, il est 8h32. C'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, il est dehors, il est dedans. Emmanuel Macron sur le front extérieur, la dépêche du midi, Macron-Poutine, acte 1 à Versailles, Libération, Macron, le test Poutine. Et puis Emmanuel Macron sur le front intérieur, Le Figaro, législative, Macron prépare l'après. Le Monde, ces hauts fonctionnaires qui vont diriger la France et Les Échos, réforme du travail, ce que veulent les Français. Et bien tiens, si on commençait avec Emmanuel Macron. Voilà, après la main ferme, la main froide, s'interroge Rémi Godot dans l'Opinion pour commenter le passage de Donald Trump à Vladimir Poutine. Alors les éditorialistes se sont pâmés devant Macron au G7, ils frémissent en imaginant Macron à Versailles. Bon, certes, il y a quelques détails à régler, la Syrie, l'Ukraine, mais les adjectifs relèvent plus de la chronique mondaine que de l'analyse diplomatique, on l'espère virile. Il faut aller sur le site Causeur pour trouver sous la plume de Jacques Sapir un véritable décryptage. L'Union européenne, dit-il, a développé depuis 2014 une politique d'hostilité vis-à-vis de la Russie. Ce sera donc un test pour savoir si le président Macron veut alléger la contrainte de l'Union européenne et mettre en œuvre une politique plus française, plus tournée vers les intérêts de la France, ou s'il place la politique étrangère française sous le cadre de l'Union européenne. Mais Emmanuel Macron, dit-il, est un homme pragmatique et non pas quelqu'un dont la pensée internationale est chargée d'idéologie, comme le furent François Hollande ou ses ministres des Affaires étrangères, Laurent Fabius et Jean-Marc Ayrault. Emmanuel Macron et son ministre. Oui, parce que loin des ors de Versailles, le Parisien publie le témoignage d'un avocat à l'origine de l'opération immobilière devenue l'affaire Ferrand. Alain Castel dit avoir été choqué à l'époque par le montage qu'il qualifie d'enfumage. La vraie question, dit-il, c'est pourquoi Richard Ferrand n'a pas fait acheter l'immeuble par la mutuelle. C'était l'intérêt de celle-ci. Elle faisait un prêt, engageait des travaux et se retrouvait 15 ans plus tard propriétaire d'un bien largement fructifié. Or là, c'est la compagne de Richard Ferrand qui se trouve dans cette position. Vous nous parlez éducation, plutôt le Parisien nous parle éducation. Oui, c'est même la une qui se consacre au chantier de Jean-Michel Blanquer, réforme de l'éducation, ce qu'ils ont en tête. Alors comme le résume une enseignante, je laisse sa chance au produit, mais je suis prête à bondir. Bon, parmi les principaux dossiers, le projet de 12 élèves par classe de CP en zone d'éducation prioritaire. Il est faux de croire que tous les enfants sauront lire juste parce qu'ils sont 12, se méfie un professeur. Alors de fait, quand la méthode est mauvaise, elle l'est à 12 comme à 20, mais c'est mieux à 12. Mais un autre article nous raconte ce que pourrait devenir un jour l'école française. Les Échos racontent comment Google a envahi les classes américaines. Il a damé le pion à Microsoft et Apple en contactant directement des professeurs obsédés d'outils numériques. De quoi fidéliser des millions de futurs clients sous couvert de préparation des élèves au monde du travail. Les savoirs, c'est autre chose. Si l'application Classroom, explique les Échos, favorise l'esprit d'équipe et la résolution de problèmes pratiques, elle n'aide pas, loin s'en faut, à l'apprentissage des théorèmes de Thalès et de Pythagore. On parle plan social, c'est dans le Monde. Oui, parce que c'est une semaine sociale chargée, on l'a dit dans le journal de 8h. Eh bien, il faut lire cet article du Monde, qui raconte le désespoir d'un homme chargé par son entreprise de préparer un plan social et de dresser en secret la liste des salariés à licencier. Des gens, des familles qu'il connaît. Il s'enferme dans le silence, il tombe en dépression et il finit par tout quitter pour rester un petit peu humain. Alors il a appris par la radio la mise en liquidation de l'entreprise. On termine avec un pèlerinage. Oui, un pèlerinage partagé par chrétiens et musulmans, c'est dans les Côtes d'Armor. Et puis il y a aussi un cimetière africain décoré d'un tata, c'est une enceinte sacrée sénégalaise, au nord de Lyon, ou un château de Dordogne dont les plans ont servi de modèle à la Maison Blanche. Ça, ce sont les secrets des villages de France, présentés par le magazine Ça m'intéresse Histoire. C'est assez délirant, il y en a plein. Il y a aussi ce village de Seine-Maritime, Quillebeuf-sur-Seine, où serait enfoui le trésor des rois de France. Alors pour le roi de France lui-même, ça on sait où il est. Aujourd'hui, il est à Versailles. Un château de Dordogne, donc aurait servi de plan à la Maison Blanche. Même s'il a été bâti après, les plans ont été faits avant. Et donc, lors d'un voyage, Jefferson a vu les plans. Enfin bon, et c'est comme ça qu'il aurait... voilà. La suite, c'est dans Ça m'intéresse Exactement. Histoire. Merci beaucoup Natacha, et à demain matin.